Donc Pascal s'appelle Pascal, Bernard s'appelle Bernard, on ne va pas se tromper. Donc Samira est en deuxième, ok. C'est ça. Allez, en place, merci pour cette 6e session. On se rapproche du bout, comme toujours. Donc consacré à des sujets de médecine tropicale, on ne va pas faire de santé au travail pendant cette heure. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Cécile Ficot, comme vous le voyez, du service de santé des armées. Incognito. Incognito, comme tant d'autres dans la salle. Et je te laisse la parole pour présider cette session. Merci. Merci, monsieur. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à présider cette session très rapidement parce qu'on n'est pas là pour parler de moi. Donc, je suis infectiologue, anciennement affecté à militaire, donc anciennement affecté à la CHI à Bégin et actuellement à mi-temps entre le Centre d'épidémiologie de santé publique des armées et la CHI à Lavran. Et j'insiste sur Lavran et non pas l'Aveyran. J'ai une grande affection pour les gens du Sud. Mais Alphonse Lavran ne portait pas d'accent. Et quand je discute ici dans les bars, ça m'arrive avec les personnes qui vivent ici depuis des années, que je leur dis, mais voyons, il faut dire Lavran. On se fout de moi. Sur les panneaux indicateurs dans la ville, même l'accent, c'est pas d'où il sort. Et voilà. Bon, bref. Donc nous allons passer à cette session donc, de médecine et santé tropicale. Donc le premier orateur, Pascal Millet, va nous parler de la revisite de la primaquine. Nous ne sommes pas encore dans Top Chef, mais le sujet est passionnant. Donc je le remercie d'essayer de respecter le temps de 10 minutes, ce qui est difficile pour un tel sujet. Merci beaucoup. On peut prendre ce micro. Oui, ça marche. Oui, Ça très bien. marche. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de 2 projets de recherche qui sont financés par l'Union européenne dans le cadre du programme EDCTP, c'est European and Developing Country Clinical Trial Partnership. Et ces 2 projets qui ont pour objectif de dynamiser les stratégies de lutte contre le paludisme, utilisant la primaquine, médicament qui est très ancien, mais qui est toujours d'actualité et donc que l'on fait revivre, on espère faire revivre par ces 2 projets. Donc après, pour passer les diapos, je peux passer comme ça, oui. Donc la primaquine, un petit mot sur la primaquine d'abord, de rappel. C'est un médicament qui appartient au groupe des aminoïdes quilonéines. Il s'agit d'un dérivé de la pamaquine, première aminoïde quilonéine qui a été synthétisée dans les années 20 en Allemagne. Il a été produit au cours de la Seconde Guerre mondiale et il a été utilisé pour la première fois par les troupes américaines pendant la guerre de Corée. La primaquine est active sur les formes tissulaires hépatiques primaires, sur les formes tissulaires latentes responsables des résistances à Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, et également sur les formes sexuées, les gamétocytes du parasite. Donc, elle est également très active sur les gamétocytes de Plasmodium falciparum, ce qui fait qu'on a 2 stratégies d'utilisation de la primaquine. La première, pour le traitement radical de Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, en utilisant des doses qui peuvent, pendant 14 jours, qui peuvent présenter des risques d'hémolyse chez les sujets déficients en G6PD, et le problème bien connu de la primaquine. Et d'autre part, on peut l'utiliser pour la réduction du nombre de gamétocytes de Plasmodium, incluant donc les gamétocytes de Plasmodium falciparum, à des doses réduites, sans risque d'hémolyse sur les sujets déficients en G6PD, à une dose unique de 0,25 mg par kilo. Donc, connaissant le rôle des gamétocytes comme vecteur de l'extension des résistances aux antipaludiques, la primaquine peut jouer un rôle important comme frein dans l'évolution inéluctable de la résistance aux ACT en Afrique. Malgré son action démontrée et la validation des stratégies par l'OMS, la primaquine se heurte à l'absence de forme adaptée aux différentes tranches d'âge et de poids, et masquant l'amertume du médicament. Et ces manquements empêchent son implémentation à large échelle, d'où l'objectif de notre projet, de nos projets, qui est de mettre à disposition des populations des comprimés de primaquine aromatisés et dosés selon l'âge et le poids. Donc 2 projets qui ont été financés. Donc le premier, le projet Developing Pediatric Primaquine DPP, qui a commencé en 2020, sera prolongé jusqu'en 2025. Il porte sur le développement de formes pharmaceutiques de primaquine adaptées à l'enfant et au schéma de traitement des infections à Plasmodium vivax et Plasmodium ovale,
ainsi qu'au programme d'élimination du paludisme par réduction de la gamétocytémie dans les populations vivant en zone de transmission modérée à faible. Le projet DPP est géré par l'Université d'Oxford, réunit des chercheurs cliniciens de France, Grande-Bretagne, Thaïlande, Burkina Faso et Éthiopie. Le projet se fait en partenariat avec les sociétés indiennes IPCA, qui commercialisent déjà les comprimés classiques de primaquine pelliculée pour adultes, et la société Billcare, qui est spécialisée dans la fabrication et validation de l'eau clinique indienne également. Le second projet, c'est le projet Imprima, qui a débuté en juin 2023, cette année, pour 4 ans, et complète une partie du projet DPP par l'implémentation de la stratégie OMS de déploiement de la primaquine à dose faible pour limiter la transmission de Plasmodium falciparum dans les zones de faible transmission. Il est géré par l'Université de Strasbourg et il regroupe des chercheurs dans les domaines cliniques, des sciences humaines et sociales et juridiques de France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Burkina Faso, Burundi et Madagascar. Donc, concernant le développement pharmaceutique, pour compléter les formes de 15 mg et 7,5 qui sont déjà commercialisées, donc avec un comprimé pelliculé non aromatisé et amer, donc nous avons développé des comprimés qui prennent en compte l'âge et le poids des enfants, et qui donc va permettre de développer des schémas thérapeutiques adaptés. Donc des comprimés de 2,5, 3,75, 5 mg, 7,5 et 15 mg. Une série aromatisée avec un arôme tropical et l'autre série aromatisée avec un arôme vanille-fraise. Donc les projets, l'objectif cible de ces produits, c'est donc de pouvoir faire des comprimés qui sont sécables, pour les comprimés de 15 mg, 7,5 et 5 mg, qui sont proportionnés de manière à pouvoir être avalés par des petits-enfants et qui présentent des formes différentes pour bien distinguer les différents dosages et ne pas se tromper lorsque l'on prépare les doses thérapeutiques. L'avantage aussi, c'est qu'ils ne sont pas pelliculés, contrairement aux médicaments d'origine de 15 et 7,5 qui existent déjà. Ils sont donc éventuellement faciles à écraser et à disperser dans des aliments ou dans la boisson, de façon à pouvoir être absorbés plus facilement par les jeunes enfants. Nous travaillons également, je ne vais pas développer dans cette présentation, mais un packaging optimisé. Donc il y a toute une étude de packaging qui va être faite. Et également en recherche et développement, le laboratoire de galénique de l'Université de Bordeaux a engagé un développement de granules de primaquine qui sont actuellement en étude de stabilité accélérée. Donc nous sommes vraiment en phase de pré-développement pour ces granules. Et l'étude de DPP l'étude clinique portera uniquement sur les médicaments. Donc, les études cliniques vont être faites, 2 études cliniques vont être faites après qu'une étude de bioéquivalence ait été faite et qui sera conduite en Éthiopie sur 40 adultes avec les comprimés de 15 mg de façon à pouvoir valider tous les autres comprimés. Donc il y a une étude qui va être faite en Éthiopie concernant le traitement de plasmodium radical de Plasmodium vivax et l'autre étude qui va être faite au Burkina Faso concernant le blocage de la transmission. Donc l'étude clinique de l'efficacité thérapeutique sera conduite sur 120 enfants âgés de 6 mois à 15 ans présentant un paludisme simple à Plasmodium vivax et seront traités par artéméter-luméfantrine plus un traitement pendant 14 jours de primaquine dosé à 0,25 mg par kilo. Donc ici, vous avez l'exemple de répartition des traitements qui vont être donnés en fonction du poids des enfants et des personnes adultes. Donc vous avez toutes ces différentes formulations qui sont là. Et sachant que donc l'étude clinique se déroulera en 3 séquences en fonction des bras. Donc on aura un bras qui sera dans une séquence où on donnera pendant 5 jours, par exemple, l'arôme A, pendant 5 jours suivants l'arôme B, et ensuite pendant 4 jours la primaquine classique.
Et puis, on aura 2 autres séquences, séquences 2 et 3, qui prendront les choses différemment. Et on va donc étudier l'acceptabilité des comprimés aromatisés versus les comprimés classiques non aromatisés à dose pédiatrique. Donc ça, ce sera la première étude qui sera conduite en Éthiopie. Et l'autre étude sera conduite au Burkina Faso, concernera 50 enfants âgés de 6 mois à 5 ans, qui présentent donc un paludisme à Plasmodium falciparum, dans ces cas-là, qui seront traités par artésunate pyronaridine, plus immédiatement l'addition d'un comprimé de primaquine à 0,25 mg/kg, correspondant à 0,25 mg/kg à J0. Et donc, on étudiera dans les 2 cas l'acceptabilité, l'absence d'effets indésirables, y compris la mesure du taux d'hémoglobine. Donc, où en est-on à l'heure actuelle? On a pris 1 an de retard, bien entendu, parce que le développement de comprimés prend un temps fou. Le temps de persuader la société IPCA que le projet était un petit peu prioritaire. Nous avons réussi à le faire. Maintenant, la société IPCA est très impliquée dans le développement de ces médicaments. Et donc, nous pouvons être à peu près certains que nous aurons une étude de bioéquivalence qui sera faite en Éthiopie en février de l'année prochaine. Et suivra donc, en fonction des résultats, l'efficacité, l'étude clinique d'efficacité thérapeutique en Éthiopie en juin, et en parallèle, le blocage de transmission au Burkina Faso en juin, les études étant conduites au Burkina Faso par le groupe de recherche Action en Santé et en Éthiopie par le Hansen Research Institute éthiopien. Voilà. Et bien ensuite, nous allons nous lancer dans des procédures pour un enregistrement accéléré. On appelle les procédures pour enregistrement accéléré, donc ça risque de prendre quand même un certain temps, parce que je vous ai mis un petit peu les allers-retours que l'on fera entre l'OMS, entre les autorités nationales de médecine pour valider le médicament. Donc pour que le médicament puisse être ajouté à la liste des produits médicaux préqualifiés par l'OMS, etc., etc. Donc tout ça, ça va être beaucoup de paperasserie, donc c'est pas, ce sera fait en aller-retour avec les équipes de recherche qui sont impliquées. Et puis ensuite, il faut travailler sur l'enregistrement des médicaments dans les pays concernés. Donc pendant ce temps, eh bien, on conduira le projet Imprima. Le projet Imprima qui, en fait, a pour objectif et qui se concentre sur la primaquine à dose unique pour l'élimination des gamétocytes de Plasmodium falciparum. Et donc, la stratégie... alors, le problème, c'est que la note d'orientation de la primaquine en dose unique, elle avait été lancée en janvier 2015. Déjà en 2012, il y avait une note de l'OMS préconisant l'utilisation de la primaquine, donc pour l'élimination des gamétocytes. Donc depuis cette date, il y a eu beaucoup d'études qui ont été publiées, qui ont confirmé l'efficacité et l'innocuité de ces stratégies, mais ils ont également démontré que l'absence de distribution à large échelle de ce médicament, faute de forme pharmaceutique adaptée. Le meilleur exemple, c'est celui de Madagascar, où Madagascar a implémenté la prise de primaquine à dose faible chez les adultes, mais elle ne l'a pas implémenté chez les enfants, faute de traitement adapté. Donc, c'est une stratégie bancale qui a beaucoup de mal à fonctionner et à se mettre en place. Donc, c'est pourquoi notre rôle, c'est de développer une approche pluridisciplinaire impliquant les acteurs gouvernementaux, les professionnels de santé, la société civile, avec 4 axes d'approche principaux. Il y a une pratique clinique, un volet communautaire, une information et un enseignement à développer, mais également on y a ajouté un volet juridique pour travailler avec les pays sur les modalités d'implémentation de ce médicament. Donc, l'échéancier que nous avons, c'est déjà une phase préparatoire qui est en cours, qui collecte donc les données, qui va développer qui va essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans chaque pays. Et ensuite, la conduite d'essais cliniques dans chaque pays
d'intervention qualitative et des formations, donc de façon à apporter des éléments au niveau de ce pays pour que les autorités puissent prendre en compte cette stratégie et contribuer à la mettre en place. Et puis ensuite, il y a la promotion, la préparation de rapports, de mobilisation des parties prenantes, etc. et promotion des résultats de l'étude. Donc tout ceci pour vous dire que nous avons 2 projets qui sont complémentaires. Là, le projet DPP donc, est en cours actuellement. Il sera suivi par une préqualification de l'OMS qui va permettre l'enregistrement dans les pays cibles et donc la distribution dans les centres de santé. Et nous avons un projet Imprima qui est axé sur la primaquine à dose faible et qui travaillera sur une étude clinique sur les enfants de 6 mois à l'adulte dans les pays concernés, Burkina Faso, Burundi, Madagascar, de façon à avoir des données qui permettent de valider la stratégie primaquine dose faible dans ces pays-là. Donc en conclusion, on a deux réseaux en fait, qui n'en font plus qu'un maintenant, puisqu'on a des réunions qui se font avec tous les acteurs régulières. Donc ces 2 projets qui vont permettre d'apporter des nouveaux outils thérapeutiques permettant d'optimiser les traitements des infections à Vivax et à Ovalet, et également de pouvoir implémenter une stratégie thérapeutique d'élimination de la transmission du paludisme en association avec les stratégies de prévention vaccinale en cours et les autres stratégies. C'est-à-dire on ne veut pas remplacer la primaquine dose faible par les stratégies mises en place, mais simplement additionner ce médicament aux stratégies de façon à éliminer plus rapidement les gamétocytes qui sont quand même les vecteurs de la maladie et les vecteurs de résistance. Voilà, nous espérons qu'on pourra continuer à travailler avec nos partenaires du Burkina Faso. Et pour l'instant, nous avons d'excellentes relations et tout se passe très très bien. Et nous avançons. J'espère que l'année prochaine, je reviendrai avec des données qui nous permettront d'avancer dans notre stratégie. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir à côté de moi. On passera à la discussion, on fera une discussion globale à la fin de la session. La deuxième présentation est une présentation à distance, en visio. Elle est là. Bonjour. Bonjour, Madame Cécile. Bonjour. Concernant les connaissances, attitudes et pratiques des praticiens du service de pathologie et chirurgie buccale du CHU de Tlemcen vis-à-vis de la Covid-19. Vous avez une dizaine de minutes. C'est à vous. Nous vous écoutons. Bienvenue. D'accord, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier donc toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ces journées. Donc, ma communication s'intitule « Connaissances, attitudes et pratiques des praticiens du service de pathologie et chirurgie buccale du CHU de Tlemcen vis-à-vis de la COVID-19 ». Donc, le personnel soignant représente depuis le début de la pandémie le corps professionnel le plus exposé à l'infection. En raison de la nature des procédures dentaires et du grand nombre de gouttelettes et d'aérosols qui pourraient être générés, les dentistes constituent un secteur de population présentant un risque élevé d'infection. Les dentistes et leurs équipes sont en tête de liste des professions d'importance systémique et devraient être vaccinés le plus tôt possible. Donc, la problématique, sur le plan bucco-dentaire, plusieurs publications ont démontré que la transmission salivaire du virus, particulièrement au cabinet dentaire, met en danger les équipes soignantes. Pour cette raison et suite à l'instauration du confinement en Algérie, notre ministère de la Santé a limité les soins au cabinet dentaire aux situations d'urgence. Conformément à la note ministérielle du 11 avril 2020 relative à la prévention de la transmission de la COVID-19 au cabinet dentaire. Tous les professionnels de santé ont été mobilisés pendant la pandémie. Il a été aussi demandé au personnel de santé exerçant dans les cabinets dentaires publics et privés
de veiller à l'application stricte des mesures d'hygiène, d'asepsie et de protection. Quels étaient les préalables à la prise en charge bucco-dentaire en période pandémique? Donc, se conformer aux directives nationales concernant l'hygiène de l'environnement, respecter les règles d'hygiène strictes par toute l'équipe du cabinet dentaire et avec une attention particulière à l'hygiène des mains. Disposer d'un stock de sécurité en équipement de protection individuelle et en produits d'hygiène des mains et des surfaces. Limiter la prise en charge bucco-dentaire aux seuls actes thérapeutiques d'urgence, tels que les infections aiguës, hémorragies et douleurs dentaires. Limiter l'entrée au cabinet dentaire aux seuls patients âgés ou bien à l'accompagnateur adulte si le patient est un enfant. Renouveler l'air des locaux de la structure de santé toutes les 2 heures et orienter vers les établissements de santé dédiés à la prise en charge du Covid-19 tout patient ayant un contexte clinique et épidémiologique en faveur de la Covid-19. La prise en charge des urgences bucco-dentaires en période pandémique, donc à ce stade, tous les patients sont considérés comme potentiellement infectés par ce virus. Le protocole d'accueil et le protocole de soins devront être respectés. Quel était l'objectif de notre étude? Donc, c'est d'évaluer les connaissances, attitudes et pratiques chez le personnel de santé bucco-dentaire vis-à-vis de la COVID-19 afin de cerner la nécessité d'informer et, si besoin, le type d'information à donner. Pour cela, nous avons réalisé une étude descriptive transversale type 4 portant sur le personnel du service de pathologie et chirurgie buccale du CHU de Tlemcen. La wilaya de Tlemcen se trouve à l'extrême nord-ouest de l'Algérie. Cette étude a été menée durant l'année 2022. L'interview s'est faite à l'aide d'un questionnaire auto-administré portant sur les connaissances sur la maladie, les perceptions sur la maladie et le risque qui lui est associé, les modes de transmission, moyens de protection et vaccination. L'anonymat des participants a été respecté et bien sûr, le droit de refus de participer à l'étude aussi a été respecté. Pour évaluer les connaissances et les pratiques, on a pris un pourcentage de bonnes réponses inférieur à 50%, donc c'est un état mauvais, 50 à 65 insuffisant, 65 à 80% moyen et un pourcentage de bonnes réponses supérieur à 80%, donc état de connaissance bon, voire suffisant. Les résultats de notre étude. Donc, l'enquête a concerné 38 sujets, donc 38 ont été inclus dans notre étude et ils étaient présents au moment de l'enquête avec un taux de répondants de 80%. Une légère prédominance féminine a été notée. La tranche d'âge la plus représentée était entre 20 et 25 ans avec un minimum de 20 ans et un maximum de 50 ans. La population enquêtée était représentée majoritairement par les internes en médecine dentaire. Pour les sources d'information, les sujets enquêtés ont utilisé différentes sources d'information pour se renseigner de la COVID-19. 32% se sont référés à travers des professionnels de santé, 26% à travers des réseaux sociaux, 12% par l'intermédiaire de leurs familles et amis et 2% par les sociétés savantes en médecine dentaire, notamment américaines et françaises. Passons à l'état de connaissance. Donc, presque 80% des praticiens connaissent le nom du virus. Pour le mode de transmission, donc l'état de connaissance était suffisant. Et pour le mode, plutôt pour la symptomatologie, donc l'état était moyen avec 77% de bonnes réponses. La totalité des praticiens déclarent que même si une personne est asymptomatique, elle peut être contagieuse. Donc, pour les symptômes évoqués, on a la fièvre, maux de tête, perte de goût et l'odorat, toux sèche, asthénie et diarrhée. Les modes de transmission évoqués, donc la majorité ont évoqué donc, les réponses suivantes. Une transmission par les aérosols qui sont générés par la toux, les éternuements et la respiration, entre autres. La transmission par contact rapproché et prolongé entre les personnes, moins de 2 mètres et plus de 15 minutes. Transmission par les gouttelettes respiratoires générées lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue. Et 24 sujets, soit 63% seulement, donc, qui ont évoqué que la transmission peut se faire par contact indirect, soit par les surfaces et objets contaminés.
La totalité du personnel enquêté trouve que la nature de leur pratique les expose à un risque élevé d'infection. Donc, pour les attitudes lors des interventions chirurgicales, plus que la moitié des praticiens ont jamais demandé un test PCR avant les interventions chirurgicales. Pour l'utilisation des équipements de protection individuelle, ça a été respecté par la majorité. Mais si on voit donc les pourcentages concernant le masque chirurgical, et surtout pour le masque FFP2 et lunettes de protection ou visière qui sont recommandées chez un médecin dentiste, on trouve un pourcentage faible, 12%. Donc, quand même, c'est un faible pourcentage. La majorité des praticiens changent les gants entre 2 patients successifs. Le lavage chirurgical des mains avant les chirurgies n'a été réalisé que chez 71% des praticiens. L'ordre de l'habillage des équipements de protection individuelle n'a été respecté que chez 61% des praticiens. Donc, la figure montre, voilà, donc ce qui est en orange, donc c'est l'ordre de l'habillage des épis recommandé par l'OMS. Donc, on a 60% ou plus, 63% des praticiens donc respectent l'ordre, à savoir masque, surblouse, lunettes et gants. Les autres, donc, soit ils commencent par des gants, des surblouses, lunettes. Donc, c'est un ordre qui n'est pas respecté. Pour la couverture vaccinale anti-Covid-19, donc, on a 40% de notre population enquêtée qui a contracté la maladie. Ces sujets ont assuré des activités auprès des patients suspects ou confirmés de Covid-19. Donc, on avait 22 sujets vaccinés et 16 non vaccinés. Le taux d'acceptation de se faire vacciner contre la Covid-19 était de 71%. Les types de vaccins les plus utilisés, donc on note le Sinovac chez 15 personnes, l'AstraZeneca chez 5 et le Sputnik chez 2 personnes seulement. Pour la deuxième dose, donc 2 seulement n'ont pas fait la deuxième dose. Quant aux effets secondaires de la vaccination, ça a été enregistré chez 7 patients et ces effets étaient représentés essentiellement par une fièvre, asthénie et des frissons. 50% des sujets ont respecté les mesures préventives après la vaccination chez le personnel vacciné. Et pour le personnel non vacciné, on a essayé de connaître les raisons de la réticence à la vaccination. Donc, on a trouvé un manque d'informations scientifiques complètes sur les vaccins, inquiétude sur leurs effets secondaires à long terme et influence des médias et des réseaux sociaux. Donc, on passe à la discussion. Pour faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle, le service de pathologie et chirurgie buccale du CHU de Tlemcen, comme tout service de santé publique, a pris ses dispositions en tenant compte l'impérieuse nécessité de protéger à la fois les patients, mais aussi le personnel, et en prenant certaines règles et mesures dans le cadre de la prévention et la lutte contre la propagation de ce virus. La population enquêtée a utilisé plusieurs, ou plutôt différentes sources d'informations pour se renseigner de cette maladie. Nos résultats se rapprochent à une étude réalisée au Vietnam qui a démontré que la majorité des personnes interrogées ont recueilli leurs informations via diverses sources telles que les réseaux sociaux avec un taux de 91%. Une autre étude réalisée en Égypte a démontré que les réseaux sociaux ont représenté un taux de 20%. Par contre, la principale source d'information était représentée par les médecins à 29%. La majorité des praticiens utilisent les équipements de protection individuelle recommandés par l'OMS. Nos résultats donc sont similaires à ceux retrouvés par Pérez en Amérique latine. Dans notre population, 71% déclarent qu'ils ne procèdent pas à un lavage chirurgical des mains avant la chirurgie. Et ce pourcentage peut être expliqué par l'insuffisance des moyens nécessaires comme le savon et les produits antiseptiques. 61% des personnes interrogées respectaient la méthode d'habillage et de déshabillage des épis. Nos résultats sont inférieurs aux résultats retrouvés par McNally en 2021 qui a démontré que les dentistes connaissaient et respectaient strictement les équipements de protection individuelle avec un taux de 98%. Notre résultat concernant le taux d'acceptation du vaccin qui est de 71% se rapproche à celui retrouvé dans 2 études, une menée sur des professionnels dentaires
qui a retrouvé un taux d'acceptation du vaccin de 85% et une autre qui a retrouvé 82,5%. Des études sur l'acceptation du vaccin anti-Covid-19 par les travailleurs de la santé en Grèce, en France et dans les régions francophones de Belgique et du Canada, ainsi qu'en Chine, ont également montré des taux d'acceptation comparables allant de 72 à 78%. Ces résultats sont considérablement plus élevés par rapport à une étude menée sur le personnel de santé congolais où le taux d'acceptation était de 27,7% seulement. Ce faible taux a été expliqué par le fait que l'enquête a été menée à un moment où les informations scientifiques complètes sur la COVID-19 n'étaient pas encore élucidées. Plus que la moitié des sujets vaccinés contre la COVID ont opté pour le choix du Sinovac à 57%. Pourquoi? Parce que c'est le vaccin qui était disponible au niveau des centres de vaccination et aussi il n'y avait pas d'exigence particulière pour le conserver dans les conditions extrêmes, contrairement à d'autres vaccins. Donc, en conclusion, je dirais que la pandémie de COVID-19 a mis la spécialité de pathologie et chirurgie buccale face à un nouveau challenge, celui de la gestion des patients et de répondre présent à toutes les sollicitations dans le cadre de l'urgence, tout en assurant un niveau de sécurité de soins optimal à l'équipe soignante et aux soignés. Malgré le niveau de connaissance et d'attitude concernant la maladie est acceptable chez le personnel de santé bucco-dentaire du CHU de Tlemcen, il est indispensable d'assurer des actions visant à améliorer leurs connaissances et changer leur comportement afin de lutter contre cette maladie et faire face à une éventuelle épidémie à transmission respiratoire. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Restez avec nous en visio. Comme ça, vous serez là pour la discussion tout à l'heure. On va accueillir le prochain orateur. Oui, il y a le chef qui est là, il me surveille. Ibrahim Abba. Bonjour. Qui va nous parler de la success story de la gestion de la deuxième épidémie d'Ebola en Guinée. Merci beaucoup. Bon réflexe. Ouais, très bon réflexe, bravo. Merci pour la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs pour l'opportunité que vous nous offrez pour vous présenter le success story de la gestion de la deuxième épidémie d'Ebola en République de Guinée. Je suis le Dr Ba Ibrahim, médecin de santé publique et chef de département du centre d'opération d'urgence. Alors, d'emblée, quand on parle de success story de la gestion de la deuxième épidémie, nous faisons référence à la première épidémie que nous connaissons tous, la grande épidémie de l'Afrique de l'Ouest de 2014-2016. Alors, dans l'histoire des épidémies en République de Guinée, nous avons eu deux épidémies d'Ebola, comme je le disais tantôt. La première épidémie, 2014-2016, une épidémie par son ampleur qui a été déclarée par l'OMS comme étant une urgence de santé publique à portée internationale. Une épidémie qui a fallu plus de 3 mois de détection, donc de confirmation. Une épidémie qui s'est propagée dans plusieurs pays de la sous-région et de façon spécifique en Guinée, nous avons enregistré 3800 cas et malheureusement 2544 décès, soit une létalité de 66,7%. Alors, par rapport à la deuxième épidémie, pour ce qui est de la deuxième épidémie, celle de 2021, de la réception du signal épidémiologique jusqu'à la confirmation du cas, contrairement à la première épidémie, on n'a fait qu'une semaine, donc la réception de l'alerte jusqu'à la confirmation du cas. Une épidémie qui a été identifiée dans une localité d'une préfecture située au sud de la Guinée qu'on appelle Zérékoré. Et seulement en 3 mois, on a pu juguler cette deuxième épidémie grâce à la capitalisation des enseignements tirés de la première expérience, de l'expérience de la gestion de la première épidémie. Alors, pour cette épidémie, on a eu au total 16 cas confirmés, dont 5 décès, soit un indice de létalité de 31%.
Alors, quel est l'objectif de cette communication? C'est de partager les facteurs déterminants du success story de la gestion de la deuxième épidémie d'Ebola en République de Guinée et de façon spécifique faire la description de cette épidémie d'Ebola de 2021, mais aussi et surtout partager les bonnes pratiques de la riposte de l'épidémie qui nous ont permis d'obtenir ces résultats. Alors, c'est une étude descriptive de type transversal. Les définitions des cas ont été celles tirées du guide de la surveillance intégrée de la maladie et de riposte de l'OMS. Et nos données ont été collectées à travers la revue documentaire, surtout en se basant sur les rapports de situation et le rapport global de riposte. Quels ont été nos outils de collecte de données? Ce sont les formulaires de notification, d'investigation de la maladie à virus Ebola. Ce sont les fiches d'enregistrement des contacts qui se faisaient de façon systématique, mais également les fiches individuelles de suivi des contacts. Les données ont été saisies, analysées à travers Excel. Le DHS2, qui est la plateforme électronique de surveillance épidémiologique en République de Guinée, mais également nous avons utilisé l'outil ArcGIS pour la cartographie des cas. Les résultats qu'on va vous présenter sont présentés sous forme de tableaux, de graphiques et de cartes. Alors, pour cette deuxième épidémie, celle de 2021, au total, comme on le disait, on a eu 136 cas suspects, parmi lesquels 16 confirmés et 7 cas probables. Contrairement à la première épidémie, comme on le disait, on a eu plus de 3 800 cas et 2 544 décès. Donc pour nous, c'est un succès. En comparant ce que nous avons vécu lors de la première épidémie, même si tout n'a pas été rose, il faudrait qu'on le dise. Alors, pour ce qui est de la courbe épidémiologique, lors de cette deuxième épidémie, la majorité des cas, comme vous pouvez le voir sur le schéma, ont été détectés, si vous voulez, une semaine après la réception du signal à partir du cas probable, qui probablement est le cas index. Et la majorité des cas, ont été par la suite détectés dans les 4 semaines qui ont suivi. Et comme on pouvait aussi le constater en comparant avec l'épidémie de 2021, dans une étude réalisée par mon cher professeur ici présent, professeur René Migliani et collaborateurs, on a fait 2 ans nous avons passé 2 ans à enregistrer des cas d'épidémie d'Ebola, donc celle de 2014-2021. Alors, pour ce qui est de la cartographie des cas, lors de cette deuxième épidémie, comme vous pouvez le constater, nous avons parvenu à circonscrire tous les cas dans la zone de notification, qui est la préfecture de Zérékoré, ce qui nous a permis ainsi d'empêcher la propagation des cas dans les préfectures environnantes, mais aussi dans les pays de la sous-région, contrairement à la première épidémie où 31 districts sanitaires, si les 38 districts ont été touchés par cette épidémie, sans oublier la propagation internationale qui avait eu lieu. Pour ce qui est de la répartition des cas par tranche d'âge, lors de cette deuxième épidémie, la majorité des cas appartenaient à la tranche d'âge de 30 à 50 ans. Pour ce qui est de la répartition des cas par sexe, lors de cette deuxième épidémie, 60% des cas étaient du sexe féminin. Et pour ce qui est de la répartition des cas selon le statut, nous avons pu récupérer 69% des cas et malheureusement, malgré tout, nous avons perdu 31% des cas. Alors, dans la discussion, nous allons faire un focus sur les principales actions spécifiques qui nous ont permis d'obtenir ce résultat et par pilier de la riposte. Si nous prenons la coordination, vous savez, suite à l'épidémie d'Ebola 2014-2016, une des recommandations fortes était la mise en place d'une agence nationale de sécurité sanitaire. Donc moi, je suis en tant que chef de département centre d'opération d'urgence. Donc cette agence nationale a capitalisé vraiment tous les acquis de la première
épidémie d'Ebola 2014-2016. Donc, il y a l'expérience de cette agence dans la gestion des urgences de santé publique, notamment les fièvres hémorragiques comme la maladie à virus Ebola. C'est une agence actuellement qui offre une expertise dans la sous-région pour, si vous voulez, la préparation et la réponse aux épidémies, notamment les fièvres hémorragiques. Qu'est-ce qui a été fait aussi dans le cadre de la coordination? C'est la mise en place des structures opérationnelles de coordination à tous les niveaux que nous avons appelés les centres d'opération d'urgence au niveau national. Nous avons un centre d'opération d'urgence santé publique au niveau national, mais nous avons aussi mis en place des centres d'opération d'urgence dans toutes les régions du pays, mais également au niveau des différents districts sanitaires pour la coordination opérationnelle des activités ou d'intervention de santé publique. Avec ces centres d'opération d'urgence, nous tenions des réunions régulières de concertation à travers les équipements de visioconférence que nous avons acquis lors de la riposte contre la COVID-19. Parce qu'on a eu cette deuxième épidémie en pleine riposte de COVID-19. Pour ce qui est de la surveillance, après la mise en place de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, nous avons procédé à la mise en place et l'opérationnalisation des dispositifs d'alerte et de préparation à tous les niveaux aussi de la pyramide sanitaire. Donc des équipes d'intervention rapide, que nous avons appelées des équipes préfectorales d'alerte et de réponse, ou des équipes régionales d'alerte et de réponse à tous les niveaux. Mais également, ce qui a été fait et qui nous a permis de juguler cette deuxième épidémie, c'est le renforcement de la surveillance à base communautaire pour la surveillance basée sur les événements pour une détection précoce des cas. Mais également, nous avons l'appui de l'équipe nationale au niveau des équipes opérationnelles. Mais également, il y a une activité qui nous a aidé à renforcer la capacité opérationnelle, surtout en ressources humaines, c'est la formation en FLTP, avec l'appui de nos partenaires tels que CDC, qui a permis de renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux en épidémiologie d'intervention. Pour ce qui est de la prise en charge, contrairement à la première épidémie, là où on partait avec beaucoup de tâtonnements, même si c'est bien vrai, on n'a pas une molécule spécifique jusqu'à présent pour la prise en charge, mais on avait déjà un protocole qui était là, standardisé. Il y a eu aussi l'utilisation des anticorps monoclonaux pour la prise en charge des cas. Nous avons aussi fait la construction des CTP dans tous les districts sanitaires, donc des centres de traitement épidémiologique pour les cas potentiellement épidémiologiques. Donc, il y a eu la mise en place et l'opérationnalisation des centres d'opération d'urgence, également la prise en charge immédiate psychologique et alimentaire, la prise en charge immédiate des cas sur place. Ensuite, il y a le laboratoire. Lors de la première épidémie, la Guinée ne disposait aucun laboratoire dans le pays. Mais avec la capitalisation, nous avons un bon réseau laboratoire et actuellement, nous avons 9 laboratoires qui peuvent vraiment détecter les cas de fièvre hémorragique tels que Ebola. Et pour cette deuxième épidémie, nous avons mis en contribution 4 laboratoires selon la cartographie des cas. Pour ce qui est de l'immunisation, comme vous le savez, il y a eu un vaccin expérimental qui a donné un très bon résultat, qui a été utilisé comme un élément de la riposte. Ensuite, nous avons procédé à la vaccination en ceinture, donc avec les personnes contacts, les contacts des contacts et les professionnels de santé de première ligne. Pour ce qui est de la communication et engagement communautaire, la mise en place et la contribution des plateformes sur santé nous ont aussi permis d'obtenir ce résultat, mais également la mise en contribution des ressortissants de provenance de cas, mais également la mise en contribution des socio-anthropologues dès, si vous voulez, l'apparition des premiers cas, contrairement à la première épidémie. Alors, comme je le disais, tout n'a pas été rose, les défis sont toujours là. Le premier défi, c'est la gestion des épidémies multiples et simultanées. Pendant la survenue de cette deuxième épidémie, on avait 5 événements à gérer. Il y avait Covid, il y avait la dengue, il y avait la fièvre jaune, pour ne citer que cela. Donc, l'amélioration de la qualité de la prise en charge, donc la recherche pour obtenir des molécules spécifiques, la mobilisation des ressources financières, même si actuellement nous avons pu obtenir la régie financière pour la gestion des urgences, mais également la pérennisation des acquis. En conclusion, nous disons que le succès de la gestion d'une urgence de santé publique, comme on aime le dire, dépend du degré de préparation, d'organisation et de coordination. La gestion d'une épidémie ne consiste pas seulement à une urgence, à une intervention de crise. Donc, il faudrait qu'on renforce
vraiment nos capacités de préparation et de coordination. L'expérience a montré que les principes et les pratiques de gestion des urgences permettent d'obtenir des bons résultats. Et l'impact des épidémies récurrentes et des autres urgences de santé publique si les individus peuvent être réduits en faisant la pérennisation des pratiques et de surveillance continue, mais également la participation de tous les acteurs comme on l'a présenté ici. Sur ce, merci pour votre aimable attention. Merci et bravo pour la qualité de votre présentation qui illustre l'intérêt de la capitalisation de l'expérience. C'était vraiment passionnant et si tout pouvait se passer comme ça en santé publique, on n'aurait plus de travail. On va passer à la prochaine présentation de Madiou Diallo concernant l'évaluation de la recrudescence des cas de paludisme chez l'adulte à Lambaréné, donc au Gabon. Merci beaucoup. Merci et bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de nous donner l'occasion de partager avec vous une petite observation que nous venons de voir dans notre petit service de maladies tropicales dont je suis le responsable. Donc, je vous déroule le plan. Et comme vous le voyez, on a une petite introduction, la présentation de notre hôpital, le centre hospitalier régional de Lambaréné, l'observation faite, les tests de significativité et une conclusion. Comme introduction, le Gabon est situé en Afrique centrale, à cheval sur l'équateur. C'est un petit pays dont le financement par les partenaires parfois un peu compliqué vu que c'est un pays à revenu intermédiaire et sous-peuplé. Donc pendant 10 ans, de 2012 à 2022, on avait eu l'arrêt de l'appui par le Fonds mondial pour la lutte contre la tuberculose, le VIH et le paludisme, car à un moment donné, quand même, il y a eu un gâchis des ressources. Vu que nos indicateurs n'étaient pas élevés par rapport au financement obtenu, l'évaluation du financement du Fonds mondial avait observé que l'argent était gaspillé, des produits étaient périmés, les tests de diagnostic rapide étaient surestimés par rapport au nombre de cas attendus, sans compter que ceux qui géraient les budgets aussi organisaient beaucoup de formations sans qu'il n'y ait de résultats attendus. Donc, à un moment, on a suspendu le Gabon. Donc, tout reposait maintenant sur le pays. Malgré que le pays était riche, vous savez que les subventions sont difficiles, les procédures de décaissement d'argent étaient compliquées. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'intervention contre le paludisme sera ciblée au niveau communautaire pour soutenir la mise en œuvre d'une campagne de distribution universelle des moustiquaires imprégnés. Donc, le Fonds mondial a repris le financement au niveau du Gabon, mais il y a un intermédiaire, cette fois-ci privé, qui est le Centre de recherche médicale de Lambaréné. On ne confie plus les fonds au ministère de la Santé pour une meilleure gestion. Donc, le Centre hospitalier régional de Lambaréné se présente comme suit. Nous avons différents services, médecine, maladies tropicales, chirurgie, comme vous le voyez, le nombre de capacités de lits. Et le service de maladies tropicales est un peu spécifique puisque c'est le seul service de maladies tropicales qu'on a à l'intérieur du pays. À cause de la situation de notre hôpital au niveau de la ville de Lambaréné, qui a connu le prix Nobel de paix de Albert Schweitzer, donc nous avons un grand centre de recherche médicale. À cause de cela, au moment du centenaire de Schweitzer, on a construit un bâtiment de maladies tropicales où nous travaillons en collaboration avec ce centre de recherche médicale. Donc, la plupart des pathologies tropicales sont hospitalisées maintenant en médecine tropicale. Tout ce qui est pathologie chronique, hypertension, diabète et autres sont hospitalisés en médecine. Mais cela n'empêche qu'on retrouve des cas de paludisme en médecine quand il y a une comorbidité, paludisme diabète ou paludisme hypertension. Quelle observation nous avons faite ces dernières années? Nous avons pu comparer l'année 2019, qui est l'année avant Covid, et l'année 2022 post-Covid. Donc, il y a eu une recrudescence des cas de palu par simple observation, puisque jusque-là, la lutte contre le palu, tuberculose et VIH s'accentue plus. La prévention se fait plus pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Quand nous observons cette recrudescence au niveau des adultes, c'est notre devoir de notifier
et de transférer au programme national de lutte contre le paludisme pour dire attention, l'accès est sur les enfants, les femmes enceintes, mais au niveau des adultes, on commence à remarquer un phénomène, vu que cela a une répercussion sur les absentéismes au travail et l'impact économique. La plupart du temps, c'est les hommes qui travaillent et qui financent un peu la survie de la famille. Donc, entre 2019 et 2022, comme vous le voyez, on a eu 43% de cas de paludisme rapportés au nombre total d'hospices, et en 2022, 74%. Et ce n'est pas anodin, puisque ce ne sont pas des paludismes simples, ce sont des paludismes graves, vu qu'ils ont été hospitalisés. Selon le sexe, il n'y a pas trop de différence entre les hommes et les femmes. Et nous avons 50% d'hommes hospitalisés pour paludisme en 2019 et 59% pour 2022. Et chez les femmes, 50% en 2019 et 41% pour 2022. Cela peut s'expliquer aussi en 2022 par la recrudescence d'ouverture de sociétés de bois, où nous avons beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de Chinois qui y travaillent et qui ne sont pas très immunisés, qui reviennent régulièrement pour des cas de paludisme. Selon les tranches d'âge, c'est la tranche d'âge la plus active, hein, et surtout beaucoup d'élèves. À la rentrée scolaire, nous avons beaucoup d'enfants qui sont dans des internats d'école où il n'y a pas de moustiquaires imprégnés, il y a des flaques d'eau autour de Lambaréné partout, on est bordé d'un fleuve avec beaucoup de lacs. Donc ces enfants-là reviennent régulièrement pour des hospitalisations à cause du paludisme. On s'est intéressé aussi sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'efficacité chez ces patients. Nous observons une baisse. Nous voyons là, en 2019, 45% de ces patients utilisaient la moustiquaire et 2022, 30%. Cela peut s'expliquer par le fait que nous, on s'est dit, entre griffes, que peut-être comme le Fonds mondial n'avait plus financé le Gabon depuis tant d'années, il n'y avait plus de moustiquaires offertes gratuitement. L'autre problème qu'on a constaté, c'est la gravité des signes cliniques. Ce sont des patients qui venaient tous très prostrés, sur chaises roulantes, qui n'arrivaient pas à se lever, des myalgies, vertiges, dyspnées, douleurs abdominales, des crampes et même de l'insomnie. Parmi ces myalgies, à un moment, on pensait même au chikungunya, puisque c'est des patients qui n'arrivaient pas à marcher, qui avaient mal, qui avaient des crampes au niveau de la plante des pieds, au niveau des extrémités. Voilà. On s'est intéressé aussi au délai de consultation, vu que le parcours de ces patients-là était un peu compliqué avant de venir consulter au CHR. Malgré la disponibilité aujourd'hui au Gabon de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, c'est une assurance obligatoire pour les Gabonais économiquement faibles, pour les fonctionnaires et pour le privé, mais nous avons remarqué que le parcours des patients était un peu long. Le délai moyen de consultation était de 5 jours, mais parfois l'intervalle allait de 1 à 15 jours. Ça, il n'y a pas eu de variation en 2019 et 2022. Et avant de venir consulter, il y avait beaucoup d'automédication. Le paracétamol, systématiquement chez tout le monde, et où on mélange, on te dit j'ai pris du Doliprane, j'ai pris de l'Efferalgan. Entre-temps, les deux, tous c'est des paracétamol. Donc, il y a un risque de cytolyse hépatique parfois, puisque c'est des sujets aussi qui boivent beaucoup l'alcool. En plus de ça, nous avons eu le phénomène d'ibuprofène, où beaucoup, pour casser la fièvre et les douleurs, utilisaient de l'ibuprofène en allant prendre conseil au niveau des vendeuses en pharmacie, dans les dépôts pharmaceutiques. Le parcours de soins. La plupart consultaient d'abord dans un dispensaire où les TDR étaient disponibles. D'autres partaient en pharmacie et dépôts pharmaceutiques où ils s'approvisionnaient directement au comptoir. Et d'autres utilisaient des produits restants à domicile. Si, par exemple, le conjoint a commencé un traitement et n'a pas terminé, on prend 2 ou 3 comprimés et vous connaissez les conséquences, ce sont les résistances au traitement. En ce qui concerne la biologie, nous avons retrouvé la positivité de la goutte épaisse en 2019 chez tous les cas, mais en 2022, vu que le parcours
faisait qu'ils prenaient beaucoup d'automédication. On avait des signes indirects du palu, où c'est une plaquetopénie sévère qu'on remarquait, plus les signes cliniques. Mais la goutte épaisse était négative et on les prenait comme des cas de paludisme. En ce qui concerne la durée moyenne de séjour, elle était de 3 jours. Les patients commençaient par les urgences la plupart du temps. Après les 2 premières doses d'artésunate, ils étaient transférés dans le service de maladies tropicales ou en médecine pour terminer le traitement et prendre le relais. Et là, c'est que nous avions constaté que malgré l'hospitalisation et la prise correcte d'artésunate et le relais, beaucoup de patients revenaient pour le contrôle avec une goutte épaisse qui était toujours positive et d'autres jusqu'à 3 cures de traitement étaient toujours positives. Ça nous a inquiétés à un moment. En ce qui concerne le test de significativité, par rapport à l'augmentation des cas, effectivement, la comparaison des deux, entre les 2 proportions de paludisme en hospitalisation était significative. En conclusion, cette observation est le début d'une analyse de situation des cas de paludisme chez l'adulte en milieu hospitalier, au centre hospitalier de Lambaréné. Elle nous montre que le cas de paludisme grave chez les adultes est en augmentation. La présence des cas de paludisme positif après hospite en moins de 3 jours était là. L'existence de cas de gouttes épaisses positives après parfois 3 cures de palu, aggravation des signes. Cela nous permet peut-être de continuer l'étude avec le CERMEL, bien sûr, pour éplucher toutes les causes et les conséquences de cette observation-là. Donc, je vous remercie. C'est un plaisir pour nous de venir ici. Je disais lors des premières interventions qu'on est un peu négligé en matière de médecine du travail. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'assurance maladie au Gabon, il y a une ristourne qui est faite aux hôpitaux, parmi les entrées de l'hôpital. Donc, du coup, nos managers nous prennent pour des machines à sous. Il faut que les médecins bossent. Tous les jours, il y a des surveillants de soins qui passent, qui comptent le nombre de patients qu'on a reçus pour savoir combien on a fait rentrer. Donc, venir au Faro, ça nous permet un peu d'oxygéner nos cerveaux et d'être un peu bien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Venez vous asseoir. On subit en France aussi depuis des années le côté machine à sous de la merveilleuse tarification à l'activité, mais on n'est pas là pour discuter de ça. On pourrait en parler longtemps, on pourrait en parler tout à l'heure. On va passer à la dernière présentation. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je regardais la dernière présentation. Ah, c'est bien, c'est ça. De Bernard Seitre concernant les représentations des vaccins pédiatriques et contre le Covid-19 au Niger. Il y avait une demi-heure, on fera 10 minutes, non? C'est bien? Bon, bonjour tout le monde. Je vais donc vous montrer les résultats d'une étude que nous avons menée en mars 2023. Donc c'est récent et c'est en cours de publication. Nous avons mené cette étude au Niger. Les résultats sont probablement extrapolables à l'Afrique subsaharienne. Alors, donc il y a 2 parties. Nous avons mené une étude sur les vaccins pédiatriques, ceux du PEV, le programme élargi de vaccination, et une autre partie sur les vaccins contre la Covid-19. C'est dans le cadre d'un programme de renforcement de la vaccination mené par la Croix-Rouge dans le Niger et 2 autres pays. Alors, voilà les données du problème que nous avions sur la vaccination pédiatrique et là où nous essayons d'améliorer la situation. Alors, la couverture par la première dose d'un certain nombre de vaccins est excellente. C'est le cas bien ailleurs en Afrique. Mais par contre, il y a beaucoup de déperditions entre les premières doses et les suivantes. Et au bout du compte, on a seulement 33% des enfants au Niger qui sont pleinement vaccinés. C'est-à-dire qu'on était à 6 séances de vaccination contre 9 maladies impliquant, je crois, 4 vaccins différents.
Donc il y a un gap, il y a une déperdition. Nous voulions essayer de comprendre pourquoi, pour voir comment nous pouvions, par la sensibilisation, essayer d'améliorer la situation. Alors, qu'est-ce que nous voulions savoir? Quelles étaient les perceptions et représentations de la population susceptibles d'expliquer cette déperdition, afin de concevoir une stratégie de sensibilisation basée sur ces représentations, ce que j'appelle une communication basée sur la culture en santé de la population sur la question de santé concernée. C'est un concept que j'ai développé et que nous appliquons dans les différents domaines dans lesquels nous intervenons. Alors, donc, premièrement, à quoi servent les vaccins? Eh bien, il y a une excellente connaissance de l'utilité des vaccins, du rôle des vaccins pédiatriques. On parle ici que des vaccins pédiatriques, hein, bien entendu. Hein. Alors, vous voyez que 97% des gens savent que ça sert à protéger des maladies. Bon, 20% disent que ça aide les enfants à grandir, ce qui n'est pas faux non plus. Hein. Plusieurs réponses étaient possibles. Finalement, il n'y en a que 2,8% qui ne savent pas. Donc, vous voyez une excellente connaissance. Alors, par ailleurs, je ne l'ai pas montré ici, mais 98% des gens disent qu'ils savent ce que c'est qu'un virus. Hein. Donc, une excellente connaissance de la raison des vaccins pédiatriques et de leur efficacité. Donc, ce n'est pas ici que peut se situer un problème. Alors, évidemment, on a demandé les vaccins des jeunes... Alors, on a formulé en disant les vaccins pour les jeunes enfants, bien évidemment, pour que ce soit intelligible. Sont-ils une bonne chose? Vous voyez, donc 97% des gens disent oui, c'est une bonne chose. Hein. Donc ça, c'est un acquis qui est probablement généralisable à bien d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Alors maintenant, nous avons demandé certains vaccins pédiatriques ont-ils des effets négatifs, hein, ce qu'on appelle les effets secondaires. Nous, on a formulé ça par les effets négatifs. Alors, vous voyez qu'il y a une partie importante des gens qui le disent, oui, 30,6%, ce qui est réel, parce que les vaccins donnent de la fièvre, une rougeur, enfin, certains vaccins dans certains cas. Donc, c'est une réalité. Donc, on voit que à peu près un tiers des gens sont conscients et disent qu'effectivement, il y a des effets négatifs. Ce qui n'empêche pas, vous avez vu que 98% disaient que les vaccins est une bonne chose, mais voilà, les vaccins ont des effets secondaires et les gens en sont conscients, bien évidemment. Alors, on s'est demandé si les effets secondaires étaient plus attribués au vaccin injectable ou au vaccin oral contre la poliomyélite, puisque pas loin du Niger, au nord du Nigeria, il y a des rumeurs sur le vaccin oral contre la poliomyélite. Hein, et en fait, c'est les vaccins injectables hein, qui sont le plus concernés. Donc, il y a 73,7% des gens qui disent que les vaccins injectables ont des effets secondaires. Alors, maintenant, on s'est posé la question, est-ce que les gens considèrent comme facile de faire vacciner leurs enfants? Alors, nous n'avons pas étudié la logistique, etc. Ce sont les impressions de la population, leur perception de la difficulté ou non de faire vacciner ses enfants. Vous voyez que la très grande majorité pense que c'est facile de faire vacciner ses enfants. Donc, ils n'ont pas une perception d'obstacle particulier, donc ce n'est pas ça qui peut expliquer qu'après une ou deux vaccinations, ils disent c'est trop compliqué, je ne vais pas faire suivre la suite du calendrier vaccinal. Alors maintenant, on a posé la question, qu'est-ce qui est gênant pour faire vacciner vos enfants? Un terme délibérément vague pour ne pas orienter les réponses. Vous voyez, on voulait vraiment que les gens expriment ce qu'ils pensent. Alors, rien, 69%, ok. Mais, quand même, il faut noter qu'il y a quand même des... Alors, c'était les réponses que nous proposions, hein, donc il y a peut-être d'autres réponses possibles, là c'est une enquête quantitative, mais vous voyez que le manque d'amabilité du personnel de santé ressort. Hein. D'ailleurs, de même qu'il ressort très souvent dans des études en Afrique subsaharienne, avec quand même 21% des gens qui disent que c'est gênant, le manque d'amabilité, et puis le temps d'attente. 17% qui pensent que le temps d'attente est gênant. Et c'est vrai que quand on va dans les centres de vaccination, les centres de santé en Afrique, on voit des femmes qui attendent des heures, voilà. Souvent inutilement, si c'était mieux organisé, elles attendraient moins. Voilà, donc voilà 2 points que nous avons pu mettre en avant et qui ont été confirmés par l'enquête quantitative dont je ne vais pas parler ici. Hein. Dans les focus group, ce sont des questions qui sont revenues. Et des gens qui disent, moi je suis parti parce que j'en avais marre d'attendre, ou bien j'y suis pas allé parce que je savais que le temps d'attente allait être trop long. Alors, donc, quels sont les axes de sensibilisation que nous avons déduits de cette étude des représentations? D'abord qu'il faut expliquer la nécessité du respect du calendrier vaccinal pour que les enfants soient totalement protégés. Alors, nous avons produit des boîtes à images et des outils de sensibilisation, je passe là-dessus. Et deuxièmement, en fait, il y a une communication qui n'est pas vis-à-vis de la population,
mais vis-à-vis du personnel de santé à avoir. Et c'est peut-être là l'essentiel. Vous voyez, communiquer avec le personnel de santé pour qu'il fournisse des explications sur les effets secondaires, parce qu'on peut supposer que s'il n'est pas aimable, il ne prend pas le temps d'expliquer les effets secondaires et comment les prévenir, etc. Et puis mieux organiser les sessions pour que le temps d'attente soit moins long. Alors ça aurait besoin évidemment d'être confirmé, parce que c'est potentiellement important pour résoudre ce problème de déperdition tout au long du calendrier vaccinal, pas seulement au Niger, mais dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Donc ça mériterait absolument d'être confirmé et qu'on en tire des leçons, notamment l'UNICEF. Alors maintenant, sur le Covid-19, bon, quelle est la situation ? 22% de la population éligible est vaccinée, bien en dessous de l'objectif qui est de 70%. Ce que nous voulions savoir, c'est quelles sont les représentations qui expliquent cette faible adhésion. Alors, d'abord sur les perceptions des vaccins. Alors là, je dois dire que j'ai été très surpris par les réponses à ces questions. Ça m'arrive souvent dans le travail que je fais, puisque je commence souvent par des enquêtes socio-anthropologiques, et très souvent je suis surpris par les réponses, parce que ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Hein. Pensez-vous que les vaccins contre la Covid-19 soient une bonne chose ? 73% disent oui, alors que 22% sont vaccinés. D'accord ? Si j'avais posé une question avant, là, je vous avais demandé de deviner, hein, vous seriez tous trompés. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et alors maintenant, deuxième réponse encore plus surprenante. Nous avons demandé, avez-vous entendu des messages de promotion du vaccin contre la Covid-19 ? Bon, alors on a 83% qui ont entendu. Bon, d'accord, ça, c'est pas surprenant. Ce qui est plus surprenant, c'est la deuxième réponse. À ceux qui avaient entendu les messages, on a demandé « Que pensez-vous de ces messages de promotion de la vaccination ?» Et je vous rappelle que 22% sont vaccinés. Eh bien, 83,4% trouvent que ces messages sont bien. D'accord ? Voilà. Donc, non, les vaccins sont bien. Appeler les gens à se faire vacciner, c'est bien, mais je ne me fais pas vacciner. Bon, alors les gens ne sont pas stupides. Ils ne sont pas plus stupides que nous dans la salle. Donc pourquoi ? Pourquoi ? L'enjeu est important quand même. Alors, on a demandé, est-ce que la Covid-19, ou le Covid-19, comme on veut, existe ? Eh bien, là, regardez, c'est très intéressant. 82,9% disent que le Covid-19 existe dans le monde. Donc, il n'y a pas d'aspect complotiste. Ils ne sont pas en train de dire c'est du baratin ou des inventions de Bill Gates, des Juifs ou des Américains. Hein ? 82,9% disent que le Covid existe. Mais dans leur pays, non. Moins de la moitié pensent que le Covid existe au Niger. Moins de la moitié. Et j'avais fait des études avant dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest, on avait les mêmes résultats. 5 autres pays. D'accord ? Alors après, on a essayé on a creusé un peu plus. On a demandé, si je vous dis que la maladie est provoquée par un coronavirus, alors notons que 95% des gens ont entendu le mot coronavirus hein, et savent que le coronavirus existe et provoque la Covid-19. Hein, 95 ou quelque chose comme ça. Alors, chez qui peut-on trouver ce virus ? Ben, la bonne réponse, c'est chez tout le monde. Okay ? Et on a 3,9%. Alors, on a également posé une autre question. Qui peut vous transmettre la maladie ? Vous voyez, on a posé la même question un peu de deux façons différentes, et on a 2% des gens qui nous ont dit une personne en bonne santé peut transmettre la maladie. D'accord ? Donc ça, il y a un trou énorme dans la connaissance, bien évidemment. Donc voilà, qui peut vous transmettre la maladie ? C'est ici, 2%. On dit une personne non malade peut transmettre la maladie. D'accord ? Alors maintenant, à la suite de ça, est-ce qu'ils rencontrent des malades ? Alors, l'expérience personnelle. Connaissez-vous directement, pas via les médias, hein, directement quelqu'un qui a eu le Covid ? Alors, oui, 12,8%. 12,8% des gens pensent connaître quelqu'un qui a eu le Covid. Ils en connaissent en réalité beaucoup plus. Mais ce qui compte, c'est leur perception. Et dans leur famille, 5%. Or, le risque, il vient des gens avec qui on a un contact proche, c'est-à-dire le milieu familial, essentiellement. D'accord ? Donc, pourtant, le risque, il existe. Pendant longtemps, on a cru que l'Afrique n'était pas touchée. Il y a eu des travaux pionniers, notamment
de Jean-Marie, qui a publié un article absolument très intéressant sur la prévalence du Covid-19 chez les salariés d'une entreprise minière en Côte d'Ivoire, où il trouvait, je crois, 30 ou 40% de prévalence. 40% alors qu'on pensait que les gens étaient peu infectés. Ensuite, d'autres études ont été menées. Et voici, voilà, là, j'ai plusieurs pays, c'est des pays... Bon, j'ai fait une diapo commune pour différents pays où je suis allé. Vous voyez, au Niger, les infections rapportées officiellement sur les 2 premières années ont été 7371, d'accord? L'estimation des infections, 10 millions. Alors, vous avez les références, c'est des articles publiés dans l'Ancet, etc. Donc, il faut multiplier par 1475 pour avoir la réalité de l'infection par rapport aux infections officielles. Donc, évidemment, les gens, ils ne pensent pas connaître des gens qui ont été infectés, puisque les chiffres officiels ne signalent pas ça. Alors maintenant, il y a la mortalité. Alors, désolé, il y a beaucoup de chiffres ici. On va regarder ici le Niger. Ça, c'est le nombre de... Alors, toujours les 2 premières années. Les décès rapportés officiellement, 275. Et la mortalité estimée, 14 222. Et si on prend l'excès de mortalité, qui est plus que la mortalité due au Covid, on tombe à 18 000. Donc vous voyez un réel impact de la maladie dans le pays, avec une réelle mortalité. Inférieure au palu, qui est la première cause de mortalité, si je ne me trompe pas, au Niger, mais quand même très élevée. Donc vous voyez, bon voilà, on va avancer là-dessus. Donc, si je résume la perception du risque de Covid-19, plus de la moitié des gens pensent que le Covid n'est pas dans le pays. Donc, ils ne vont pas se faire vacciner. Si vous ne quittez pas la France, vous ne vous faites pas vacciner contre la fièvre jaune. D'accord? C'est un peu pareil. Donc, plus de la moitié pensent qu'il n'y a pas le Covid dans le pays. Ceux-là, ils ne vont pas se faire vacciner. Maintenant, parmi ceux qui savent qu'il y a le Covid dans le pays, 3% seulement savent qu'une personne non malade peut transmettre le Covid. Et ils ne rencontrent quasiment jamais de malades. Alors, pourquoi se faire vacciner? Donc pour nous, là est l'explication du faible taux de vaccination au Niger, et je pense que c'est généralisable à toute l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas le vaccin qui est en cause. Ce ne sont pas des rumeurs, de fausses idées, des idées complotistes et tout ce qu'on veut sur le vaccin qui sont en cause. Vous avez vu, je vous l'ai dit, j'étais extrêmement surpris. Les gens disent que le vaccin est une bonne chose et que c'est une bonne chose de promouvoir la vaccination. Mais voilà, c'est ici que se trouve l'explication, selon nous, du faible taux de vaccination en Afrique. Donc la stratégie de communication, ce sera de dire, alors premièrement, nous constatons que les vaccins sont bien acceptés, donc on ne va pas centrer la communication sur les vaccins. Une communication qui insisterait en disant « faites-vous vacciner, les vaccins sont une bonne chose », pour des gens qui pensent qu'ils ne sont pas à risque, que la maladie n'est pas là, ça ne peut que susciter des doutes. Les gens vont se dire, mais pourquoi ils insistent autant pour que je me fasse vacciner? Pourquoi? Il y a anguille sous roche. Par contre, il faut communiquer sur la réalité de la maladie. Et bien évidemment, surtout, sur la réalité de la maladie pour les personnes à risque, la population étant jeune. Par exemple, c'est des choses que nous disons aux jeunes, protège tes parents âgés. Voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup pour le dynamisme et la qualité de cette présentation. On va passer à la discussion générale. Est-ce qu'on a notre monsieur Loyal pour le micro dans la salle? Non, il est parti téléphoner. Est-ce qu'il y a des questions? Il était là? Il était caché? Merci bien, Madame la Présidente, et à tous les présentateurs. Je suis Baba Sangaré, sous-directeur au Centre médico-social en Côte d'Ivoire, au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et je voudrais interroger le Dr Brahima concernant le success story en Guinée. Quel a été le rôle déterminant des acteurs sociaux et communautaires dans ce success story, s'il vous plaît? C'est vrai que vous avez évoqué la CREC et puis les actions au niveau psychologique alimentaire, mais est-ce qu'ils n'ont pas eu d'autres contributions spécifiques que vous pourrez aussi relever qui vont valoriser ce corps de métier? Je vous remercie. OK, merci beaucoup.
Comme on l'a dit dans la présentation, les acteurs sociaux ont joué pleinement leur rôle, ce qu'on nous attendons d'eux. De façon spécifique, c'est la mise en contribution d'abord des, si vous voulez, des ressortissants qui sont des parents directs des cas, que ce soit des cas suspects, que ce soit des cas confirmés ou probables, qu'on a impliqués dès les premières heures de l'épidémie. Donc ça nous a beaucoup aidé, mais également nous avons fait recours aux organisations sociales qui se trouvent dans le pays, les organisations, les ONG, ainsi de suite, et qui interviennent dans ces différentes localités. Parce que, si vous voulez, si vous prenez la première épidémie, l'erreur qui a été faite, c'est d'envoyer des gens qui n'ont aucun contact avec la communauté pour faire passer un message qu'on n'a pas racheté. Donc, on a fait la capitalisation de toutes ces expériences. Donc, nous sommes passés par les relais communautaires qui sont en contact permanent avec ces cas pour faire passer le message. Et également, comme je l'ai dit, la mise en contribution des ressortissants qui sont des ressortissants qui vivent en dehors de la communauté et qui sont en contact direct aussi avec leurs parents pour nous aider à faire passer le message. Donc pour nous, c'était des acteurs clés. Et ça nous a vraiment aidé à faire passer le message et obtenir par la suite une meilleure adhésion. Merci. Est-ce que je peux intervenir? J'avais une question dans le même sens. Est-ce que je pourrais dire, est-ce que vous pouvez nous dire si du coup ces interventions ont permis d'éviter toutes les oppositions qui ont été connues lors de la première épidémie qui était extrêmement violente? Est-ce qu'il y a eu des oppositions dans la population ou aucune? Oui, il y a eu des oppositions dans les premières heures de la notification parce qu'ils disaient qu'on est revenu encore parce qu'on n'a plus de sous, comme vous le savez. Et donc, il fallait faire passer le message qu'on n'a aucun intérêt à dire qu'il y a la maladie si elle n'est pas présente. Donc, ce qui nous a aussi aidé, c'est de faciliter la visite des parents proches avec les malades qui sont dans les centres de traitement épidémiologique pour expliquer ce que nous faisons pour les malades ou pour les malades. Donc, aux premières heures, il y a eu des oppositions, mais avec l'implication des socio-anthropologues dès les premières heures de cette deuxième épidémie, parce que lors de la première épidémie, les socio-anthropologues ont été utilisés en dernier recours. Quand on n'avait plus de solution, on a pensé à eux. Mais dans la capitalisation, dès les premières heures, on a dit, OK, cette fois-ci, on ne doit pas aller seul. Parce que quand on avait fini l'épidémie 2014-2016, on a fait la revue après action. Dans cette revue, c'était dit clairement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et nous avons développé des actions spécifiques en lien avec les points qui nécessitaient d'amélioration, notamment l'implication des socio-anthropologues. Merci. Oui, Jean Delmont, Marseille. Je voulais poser une question et faire une remarque à propos de l'intervention très intéressante de Bernard Sey. Il y a deux raisons, je pense, pour lesquelles finalement il n'y a pas cette réaction rapide dans un pays vis-à-vis d'une épidémie. L'épidémie, on en parle de manière décalée quand il y a un nombre de cas important. Je pense que dans le cas du Covid, dans les pays africains, les autorités sanitaires ne veulent pas d'emblée alerter la population, d'autant plus que les vaccins sont pas là. Hein. Donc ça, c'est, je crois, une raison. Deuxièmement, la conclusion que tu tires, elle est faite à partir des enquêtes qui ont lieu après l'épidémie ou dans la partie terminale de l'épidémie. C'est-à-dire là, on se rend compte effectivement de l'importance de l'épidémie. Mais je pense qu'en début d'ascension d'épidémie, la décision au niveau de l'information de la population, de la sensibilisation de la population, manque de données pour être très largement faite. Merci beaucoup, professeur Osibi. Juste une contribution par rapport à la présentation de la Guinée en lien avec Ebola, deuxième épisode. On a pu circonscrire l'épidémie, ça c'est très bien.
on a fait un bilan de morbimortalité, c'est très bien, puisqu'on est en train de comparer. Moi, j'aurais souhaité que dans ce travail qui est louable, de faire également le bilan économique. Parce qu'il y a eu des ressources additionnelles qui ont été prises en compte dans le deuxième épisode. Alors, pour faire comprendre en Afrique que les moyens logistiques financiers ont aussi un impact positif dans la gestion rapide, efficace et efficiente d'une épidémie comme celle de Ebola. Donc, le bilan économique serait intéressant dans ce travail-là aussi. Merci. OK, merci pour la remarque. Merci, Dr Ubala Sogagwendon de la Pitié. Je suis de Bénin. La dernière intervention était très pertinente et vraiment quelque chose de bien fait parce que ça surprend beaucoup ces résultats qui ont été vus. Et ce que je voulais dire, c'est, vous avez dit que ce qui serait intéressant, c'est la réalité de la communication par rapport au Covid. Qu'est-ce que vous comprenez sur la réalité de la communication par rapport à la perception? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que, bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'on a parlé de ceci, mais votre enquête reste très surprenante. Et comment vous pensez qu'on pourrait autrement communiquer pour avoir plus d'adhésion à la communication, à la vaccination? Merci. Oui, je pense. Alors, c'est lui, c'est Jean-Marie qui attend ou c'est moi? Non, on t'a posé une question à toi. D'accord, non, mais je me demandais, je ne savais pas si on répondait à la fin. Donc, donc je vais aussi répondre à Jean Delmont. Alors, bon, il y a eu plusieurs phases hein, dans la perception de la pandémie en Afrique. Il y a un article très bien qui décrit 4 phases de la perception. Dans la première phase, c'était quand même beaucoup la panique. Hein. Et il y a eu des mesures drastiques qui ont été prises. Et d'ailleurs, il y a eu des confinements qui ont duré plus longtemps que chez nous, qu'ici en France, notamment des fermetures d'écoles, etc., des fermetures de mosquées qui ont souvent beaucoup heurté les gens et qui ont duré longtemps, etc. Donc au début, le gouvernement, les gouvernements, alors bon, ça va dépendre des pays, hein, c'est un peu une généralité, mais ils ont vraiment insisté sur le risque, sur ce qui allait nous arriver, parce que d'ailleurs, tout le monde pensait à ce moment-là que ça allait être une véritable catastrophe sanitaire en Afrique. Hein. Donc au début, les gouvernements, ils ont eu quand même un discours très alarmiste. Alarmiste n'étant pas péjoratif, hein, c'est une constatation, d'accord ? Alors après, pourquoi est-ce que c'est sous-estimé? C'est sous-estimé comme beaucoup de maladies en Afrique, en réalité. Hein. Il a fallu longtemps pour qu'on ait des études, pour que d'abord des tests soient disponibles, qu'on ait des études. Je crois que les raisons elles sont un peu là. Maintenant, il y a aussi un problème politique auquel on se heurte, et moi je présente ces résultats-là. Il se trouve que récemment, j'ai été dans un bon nombre de pays africains où j'ai présenté souvent ces résultats-là, et il y a une difficulté pour que les ministères de la Santé prennent officiellement en compte ces données. Alors, les données que j'ai citées, c'est Lancet Global Health, c'est les données de l'OMS, etc. C'est des données solides. Hein. Personne ne les a contestées, d'ailleurs, ces données-là. Eh bien, il y a plusieurs pays où on m'a dit, mais ça, on ne peut pas en parler au ministère de la Santé. On ne peut même pas dire au ministère de la Santé que ces données existent parce que ça va créer des réactions d'hostilité. Il y a même des gens qui se auto-censure pour ne pas les dire au ministère de la Santé, de regarder la réalité, les estimations concernant notre pays. Et j'ai eu ces échos-là dans plusieurs pays. Donc il y a un problème maintenant. C'est comme au début du VIH, hein, quand des pays disaient on n'avait pas le VIH. Hein, je crois qu'il y avait la Russie, mais il y avait aussi l'Afrique du Sud. Hein, voilà, c'est un problème politique qui est compliqué et qui entrave ce qu'il faudrait faire en communication en santé publique. Hein. Alors, la réalité de la maladie. Alors, pourquoi les gens... dans beaucoup de pays africains, et encore une fois, ça confirme une enquête nous avions menée avant dans 5 pays, pourquoi les gens pensent que le Covid n'est pas chez eux. Alors, il y a les chiffres officiels, mais pas seulement. Et j'ai des interviews vidéo que j'utilise toujours dans mes formations et dans mes cours, où j'ai interviewé des gens sur le Covid, et ils disent, mais pourquoi vous pensez que le Covid est dans le Nord et pas chez nous? Eh bien, ils disent, parce qu'à la télévision, on a vu des images de malades et de morts dans les pays du Nord. Les gens regardent beaucoup de France 24 dans les pays francophones et la BBC dans les pays anglophones. Et puis sur YouTube, enfin pas forcément en direct, sur YouTube, ils regardent les journaux télévisés. Hein, ça se fait beaucoup. Et vraiment, beaucoup de gens nous ont dit ça. Hein, c'est une enquête qualitative qu'on a menée, et en plus j'ai filmé des gens. Hein, on n'a pas vu d'image. Dans notre pays, on n'a pas vu d'image et de mort. Donc moi, je crois ce que je vois.
Donc il y a des raisons objectives pour les gens pour penser ça. Et des raisons objectives, effectivement. Imaginez-vous, bon, beaucoup sont français ici, la grande majorité, vous voyez des images de la maladie au Brésil, on n'arrivait pas assez... Alors les gens souvent disent qu'il n'y avait pas assez de place pour en tirer les morts au Brésil. Hein. Vous voyez le début de l'épidémie en Italie, rappelez-vous, etc. Puis en France, non, vous voyez rien, juste... voilà, vous allez vous dire, bah, nous en France, on n'est pas touchés, quoi, enfin franchement. Donc il y a une raison, ça c'est une raison majeure. Et bon, donc, du coup, qu'est-ce que je propose comme communication? Eh bien, de communiquer sur la réalité de la maladie. Et bon, là, en ce moment, évidemment, il n'y a plus tellement de cas, mais ce que je préconise, on en l'a fait, des petites vidéos dans les hôpitaux, interviewant le personnel soignant qui raconte son expérience. Et puis, si c'est possible, et si à l'avenir, si le même type d'épidémie se reproduit, montrer des malades et montrer des morts. D'ailleurs, les gens nous ont dit, hein, surtout en Guinée et en Sierra Leone, par exemple, où je suis allé, ils disaient, pendant Ebola, on voyait des malades et des morts. Et le Covid, on n'en voit pas. Donc il y a cet aspect visuel transmis par les chaînes de télévision qui, à mon avis, compte beaucoup. Il nous reste la place pour 2 questions. Oui. Merci. Merci à tous les intervenants. Ma question était pour la professeure Samira. Je voulais savoir, c'était très intéressant sur les professionnels au niveau bucco-dentaire. Je voulais savoir si vous aviez fait une étude équivalente pour les assistants dentaires. Merci. Non, mais ça sera quoi? Je voulais dire... Oui, merci pour votre question. Donc, si j'ai bien compris, donc, on a fait l'étude sur tout le personnel du service, le personnel médical, paramédical et auxiliaire. Donc, il y avait des internes, des médecins, mais les répondants, c'était beaucoup plus des internes, des assistants. Donc, les répondants, c'était le corps médical, effectivement. Ils ont représenté la majorité donc, de la population enquêtée. Merci. Oui, ça n'est pas du tout une question, ça concerne la communication de Ba Ibrahim, que je connais bien parce que je l'ai connu en Guinée et à Alexandrie. Ça concernait l'apport des socio-anthropologues, parce que c'est vrai, comme il l'a dit, il y a eu un retard au début. Comme le disait le docteur Sakoba qui coordonnait la lutte, il disait c'est quelque chose qui se fait à froid, alors que nous, on fait de la lutte à chaud. Donc il y a eu du retard, effectivement. Mais on a bien vu l'importance des socio-anthropologues dans la lutte. Et maintenant, on les utilise. Je voulais juste dire, en tant que membre de la Société française de médecine tropicale et santé internationale, que prochainement, il y a un article signé en premier auteur par Alice Desclos, qui a beaucoup travaillé sur l'apport de la socio-anthropologie dans les épidémies, pas seulement Ebola. Donc c'est un point important, c'est tout. Je voulais juste dire ça. Voilà, oui. Madame la Présidente, oui. Vous autorisez? Une dernière remarque, oui. Question. Je pose la question à mon voisin de gauche concernant les réticences au vaccin. Vous avez présenté la situation en Afrique subsaharienne. En Europe, les moyens étaient mis dès le début. J'ai vu même des personnels de santé qui avaient refusé le vaccin, qui ont été interdits d'exercer. Est-ce que les facteurs étaient les mêmes? Vous avez des données là-dessus ou pas? Alors, bon, je n'ai pas beaucoup travaillé dessus, donc j'ai des données comme ça. Mais ce qui est remarquable, si je parle de la France, hein, c'est qu'à la fin de l'année 2020, 40% des gens disaient qu'ils allaient se faire vacciner contre la Covid-19. Alors beaucoup de gens en ont déduit, des grands spécialistes qui aiment beaucoup répéter ça, les Français sont contre la vaccination, etc., etc. Et le gouvernement était persuadé que les gens n'allaient pas se faire vacciner. Hein. Mais à la fin de l'année 2020, moi j'étais parmi les gens qui n'étaient pas prêts à se faire vacciner, parce qu'un vaccin produit en moins d'un an, on se donne... Bon. Après ça... Hein, on a vu que les vaccins étaient efficaces, puisque bon, l'affluence dans les services de réanimation a baissé, la mortalité a baissé, hein, et les gens, à ce moment-là, se sont précipités pour se faire vacciner. Hein.
95% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin. Alors, on peut dire, c'est parce qu'il y a les mesures contraignantes pour aller au cinéma, au restaurant, etc. Mais on pouvait aussi avoir le test PCR. On peut dire, il y a ces mesures-là. Sauf que si on prend les départements d'outre-mer, dans les Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, où ils ont la même législation que la métropole ici, en Guadeloupe, il y a 43% des gens qui ont reçu une dose. Moins de la moitié de la France continentale, avec la même législation, parce que là-bas, par contre, il y a une opposition au pouvoir de Paris, etc. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas seulement la régularisation qui fait que la vaccination était aussi forte, c'est que les gens ont très vite vu que c'était efficace, et puis voilà, c'était efficace, on va se faire vacciner. C'était très simple. Merci beaucoup. Donc j'ai l'honneur de conclure cette session qui a été très riche du fait de la diversité des thématiques abordées. Merci à l'ensemble des orateurs et oratrices pour la qualité de leur présentation. Merci au public encore relativement nombreux pour les échanges. Je crois que nous avons faim, c'est ça ? Voilà, merci à tous et à tous. Donc, reprise à 14 h. Les paniers repas vous attendent au point de distribution habituel. Bonne dégustation avec les tables de Cana. Merci à vous. Merci Cécile. Merci.